Bonjour et bienvenue dans Qui fait la culture, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la culture au quotidien, qui sont en contact avec des œuvres, des publics, des projets, des pratiques artistiques. Bonne écoute! Aujourd'hui, on embarque avec les clowns à l'hôpital, grâce à Claire Baudelet, sociologue dont la thèse portait sur ce thème, et Bernard Plantier, alias Dédé, clown à l'hôpital. Bonjour Claire et Bernard. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, c'est à 4 voix parce que Léa est aussi ici. Bonjour Léa. Bonjour. On va parler des clowns à l'hôpital aujourd'hui, et donc je voulais commencer tout simplement en demandant, qui est clown parmi vous, et est-ce que vous pouvez présenter ce que vous faites et quel est votre lien au clown à l'hôpital? Alors, le clown, c'est moi. Et oui. Alors, je suis clown à l'hôpital, mais j'étais clown avant. En fait, au Rire Médecin, on prend essentiellement des gens qui sont déjà artistes, qui ont déjà joué ailleurs. Ça peut être en tant que clown, mais ça peut être aussi des comédiens de la rue, ça peut être des artistes de cirque, ça peut être des danseurs. Moi, j'étais danseur de claquettes avant, et puis j'étais clown aussi en même temps. Enfin, j'ai fait des choses un peu parallèles. Et ce qui fait qu'on arrive au clown, je dirais, parfois c'est le clown qui vous choisit, plus que vous ne le choisissez. Par exemple, pour moi, j'étais pas le grand danseur. Je suis petit et chauve, donc très vite j'ai compris que mon salut était plutôt dans l'humour, et c'est ça qui a fonctionné, et j'étais un peu guidé comme ça. Alors ça arrive un peu, c'est l'origine peut être assez diverse, mais on peut venir d'horizons très différents. Voilà. Et Alors toi, moi, Claire? du coup, je suis un peu l'intello des clowns. Je suis sociologue actuellement en postdoc à Sciences Po, et en fait j'ai fait ma thèse que j'ai soutenue il y a 2 ans sur le travail des clowns à l'hôpital au sein d'une association qui s'appelle le Rire Médecin, et du coup on travaille Bernard et où j'ai rencontré Bernard. Le titre de ta thèse, moi ce qui m'intéressait, c'est que tu appelais embarquer avec les clowns. Je voulais commencer par là et te dire comment tu as embarqué avec les clowns. Est-ce que tu es devenu clown, ou est-ce que tu étais dans les salles avec eux? Enfin, comment en fait on fait concrètement Donc moi j'ai fait ce qu'on appelle une enquête ethnographique. Donc j'ai fait un terrain dans 2 hôpitaux où les clowns intervenaient. Et j'ai suivi, tel qu'on est là aujourd'hui, en costume de ville en fait, Ouais. J'ai suivi les clowns dans les différentes étapes de leur journée. Donc je n'étais pas clown dans ce travail d'observation des clowns. Et par contre embarqué, parce que en fait c'est inévitable quand on est au contact des clowns de se faire happer par les ambiances qui construisent. Et puis et de toute façon leur travail consiste à embarquer leur public. Donc je faisais partie du public. Donc tu faisais partie du public ou du spectacle? Est-ce qu'on appelle ça un spectacle d'ailleurs? C'est plutôt des interventions, parce que en fait au Rire Médecin, donc on travaille par 2 et on va dans chaque chambre. Donc on vient pas par exemple dans la salle de jeu et puis on fait un spectacle pendant 1 heure. On rentre dans chaque chambre, et puis dans la chambre on regarde l'ambiance, et en fait on improvise suivant l'état de l'enfant, l'âge qu'il a, s'il y a des parents, des soignants, dans quelle humeur il est ce jour-là. Et c'est comme ça qu'on intervient, mais c'est vraiment de l'improvisation. Donc on va appeler ça plutôt des interventions. Ça peut aller de 1 minute, si l'enfant ne veut pas nous voir, par exemple, ce qui arrive, et donc on respecte ça, ça peut aller jusqu'à 1 heure si on fait un accompagnement de soins. Donc là, on va utiliser plutôt du détournement d'attention, du conte, de la marionnette, du chant, enfin de la magie, pas mal d'outils pour pouvoir construire une improvisation qui va se caler sur ce qui se passe sur le moment. C'est-à-dire qu'on a besoin de vraiment être en contact avec l'enfant pour être au plus près de lui, essayer vraiment de lui amener un peu d'évasion, qu'il soit ailleurs que là où il est, et voilà. Et ça, les enfants, on va dire,
prennent cette perche dès qu'ils le peuvent, en fait, souvent, parce que bon, c'est douloureux, c'est angoissant, enfin, c'est pas toujours douloureux, mais ça peut l'être, mais en tout cas, c'est souvent angoissant, parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils vont faire, même une prise de sang, c'est une petite piqûre, mais ça peut faire mal, donc l'idée, c'est de détourner leur attention pour évacuer ces douleurs et puis les amener ailleurs, quoi. Par exemple, il y avait un enfant qui était dans un hôpital et qui hurlait chaque fois qu'il y avait un geste médical. Donc ils appelaient les clowns et nous on se disait mais on ne sert pas à grand chose. Et il continue à hurler pendant tout le soin. Et en fait on l'a revu quelques années après, il nous a dit c'était super quand vous veniez. Il ne se souvenait pas de la douleur mais il se souvenait de nos interventions, de ce qu'on avait fait. Mais nous sur le moment on se disait je ne sais pas si on sert vraiment à grand chose, il continue de hurler, mais bon, c'était sa manière à lui d'évacuer sa peur, son stress, sa douleur. Voilà. Et en tant qu'observatrice, justement, ce que je trouvais assez fascinant, c'était de voir toute la diversité des situations auxquelles les clowns se confrontent dans les hôpitaux, parce que les enfants peuvent avoir aussi des âges très différents, dans des services, des situations aussi de maladies très, très différentes. Et comment du coup ils ajustent à chaque situation, vraiment comme tu disais, selon tout un tas de paramètres, chaque prestation, chaque intervention, je sais pas, je sais toujours pas comment appeler ce qu'ils font. Ouais, moi je dirais plutôt des interventions clownesques, voilà, après c'est... parce que prestation, ça fait vraiment... Enfin, il y a un côté... ouais, il peut y avoir de la performance. Oui, c'est mais pas... je voulais dire plutôt dans le résultat, parce que je sais pas, enfin, faut me dire, est-ce que vous attendez un résultat ou est-ce que vous voulez savoir si ça a marché ou pas, ou en fait non, on sait pas forcément et on vit la chose et on n'a pas... On attend un résultat. C'est quand même, clairement, on attend un résultat qui peut être au moins de lui faire passer le temps, on va dire. Oui. Deuxièmement, éventuellement de l'évasion. Et faire rire quand même. C'est des clowns a priori, on essaie quand même de les faire marrer. Bien sûr. C'est quand même le but. Alors, c'est pas toujours bien vu de commencer par les faire rire. Je ne sais pas si je peux raconter une petite anecdote là, mais... Si, bien sûr. Ouais. C'est un jour des parents qui viennent nous voir et disent « Venez vite, notre enfant va mourir, faites-le rire ». Donc c'est ça la demande. Donc on rentre et on voit un garçon de 14 ans, un grand gaillard, costaud, assis sur le lit, une colère dans les yeux comme ça. Et je peux vous dire qu'on s'est dit, lui, on ne va pas commencer par essayer de le faire rire parce que ça ne va pas le faire. Et il y avait toute la famille qui était là et qui était déjà en noir. Il avait déjà presque enterré, quoi. Donc c'était une ambiance quand même assez lourde. Et donc dans ces conditions-là, pour parler du rire, évidemment, c'est pas l'angle d'attaque qu'on a. Mais donc on lui a proposé un tour de magie, on a commencé, et finalement on a fini par le faire sourire en faisant des conneries après dans le tour de magie. Mais on ne va pas attaquer par là, quoi. Mais malgré tout, le rire ou le sourire, c'est un signe qu'ils ont lâché ce à quoi ils pensaient avant, puisque là clairement il était en colère, etc. Et qu'ils ont pu passer à autre chose de plus léger. Voilà. Si on a réussi ça, le sourire est témoin de ça. Mais parfois, ça peut être les pleurs qui sont témoins de ça. Bien sûr. Où on chante une chanson et c'est plutôt les parents qui vont pleurer, etc. Ou même des jeunes ados et qui vont nous dire merci, c'était super, parce que ça leur a permis d'évacuer un stress, une émotion négative et de leur laisser la porte ouverte à cette émotion. Donc voilà. Alors, je vais juste rajouter un petit truc aussi, comme ça on complète le duo. C'est que du coup, moi j'ai étudié les clowns du point de vue du travail. Et là, donc en effet, les clowns cherchent un résultat, et notamment le rire, et ça se fait progressivement. Et du coup, moi ce que j'ai montré aussi, c'est que le rire ou tout autre type d'émotion sont aussi des indicateurs qui vont permettre aux clowns de savoir comment faire progresser l'intervention. Le jeu. Voilà, Oui, mais du coup, ce que vous faites, c'est carrément de la haute couture, en fait. Vous vous adaptez vraiment à chaque profil, chaque âge, chaque situation. Mais vous êtes... j'imagine qu'il y a un rapport avec les soignants aussi, ou des briefs. Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous apprenez aussi les gestes médicaux pour savoir... On a des formations tous les mois. Un mois, c'est une formation artistique. Un mois, c'est une formation médicale.
Donc on est formé sur les pathologies diverses et variées qui vont de l'oncologie à la psychiatrie, etc. Et généralement, quand on est dans un service, on connaît les pathologies, on ne connaît pas le détail, hein, on n'est pas médecin, mais on connaît les pathologies, ce que ça veut dire en termes d'état personnel, quelle longueur de maladie, est-ce que c'est chronique, à quoi c'est dû, est-ce que c'est douloureux, dans quelle situation ça met les enfants en fait. Si l'enfant a un diabète, par exemple, c'est pas du tout pareil que s'il a une grave leucémie. On sait que le diabète, ça va être toute sa vie en gros, mais c'est des choses qu'on connaît, où il va avoir une vie normale à côté. Donc on va pas prendre les choses de la même manière, suivant la pathologie. Après, les enfants restent des enfants. C'est-à-dire que c'est ça notre base. C'est-à-dire que quelle que soit la maladie, on va aller chercher ce qui va bien en eux. Et il y a toujours le sens du jeu. Ça existe toujours chez l'enfant, parce que les adultes perdent. Et aussi l'imaginaire. L'imaginaire, ça c'est une corde très importante, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la chambre et on va essayer de changer la couleur des murs, quoi. C'est-à-dire on arrive et on joue que c'est la jungle par exemple, et on va couper les lianes, éviter un lion, un tigre ou je sais pas quoi, et donc on peut faire croire à l'enfant, et l'enfant est tout à fait prêt à ça. Au contraire, il a envie de ça. Donc c'est la force du théâtre, on va dire, et on est formé à ça, à l'improvisation théâtrale, mais aussi à l'écriture théâtrale, pour que cette force du théâtre puisse arriver à son but, c'est-à-dire de pouvoir créer un univers qui n'existait pas, et voilà. Et c'est de la manœuvre. Ah oui, ce que je peux rajouter peut-être, c'est que du point de vue d'une sociologue et d'une étudiante sociologue à l'époque, c'était de me dire, mais comment je suis ravie de découvrir tout ce travail des clowns, mais comment je vais écrire, décrire et analyser le fait que les clowns changent la couleur des murs de l'hôpital, comment je vais me débrouiller avec ça. Oui, comment on met des mots de sociologue, quoi. Des mots de sociologue, pour en effet ne pas, ce que j'appelle tuer les clowns, c'est-à-dire regarder en fait toute la saveur, l'épaisseur. Retirer la poésie. Et en même temps que ce soit aussi très concret. Donc, D'ailleurs, comment on passe de danseur de claquettes à clown à l'hôpital, parce que c'est pas la même chose non plus. Ça s'est fait sur de longues années. Mais en fait, moi j'ai commencé à être danseur de claquettes. Et puis comme je vous disais, comme j'avais pas tout à fait le physique des grands et beaux danseurs du chorus line, j'ai très vite compris qu'en étant petit et chauve, c'était mieux de faire des numéros comiques. Et surtout, c'est ce qui me plaisait en fait. Voilà, j'étais attiré par ça. Et donc j'ai créé des numéros comiques à base de claquettes. Et ensuite, j'étais engagé pour ça, puisque j'avais cette spécificité-là. Puis après, j'ai monté un duo comique qui a bien fonctionné. Puis plus ça allait dans mes spectacles, moins il y avait de claquettes, plus il y avait de comiques, en fait. Donc, je veux dire, je suis tombé dans la marmite où je penchais déjà depuis bien longtemps. Et puis, un jour, en fait, donc, j'ai fait ça, je montais mes spectacles, et voilà, ça fonctionnait bien, je tournais avec ça. Et puis un jour, je me suis abîmé le genou et j'ai plus pu danser. Donc je me suis dit, bon, là, c'est le moment de faire parce que moi, j'étais autodidacte, en fait. J'ai fait du clown sans le savoir. C'est-à-dire que comme je faisais du numéro humoristique, je pouvais être invité dans les festivals de théâtre, festivals d'humour généralement, de musique, de danse, de rue. Et puis un jour, on a été embauché dans un festival de clown. Et moi, je dis, mais je ne fais pas du clown. Il dit, si, vous en faites. Ah bon, d'accord. Et donc, quand j'ai dû me recycler, disons, ça a été la voie qui était la plus proche de ce que j'étais, et puis qui me convenait, quoi. Et clown à l'hôpital, en fait, moi, j'étais un peu réticent au départ, parce que je redoutais un peu le côté animation. C'est pas que, ça peut être très bien l'animation, mais en tout cas, moi, c'est pas ce que je recherchais dans ma pratique artistique. J'avais envie vraiment, pas seulement de distraire les gens, mais d'amener autre chose que, comme je disais, peut amener le théâtre, l'imaginaire, amener un autre univers. Ça m'intéressait, voilà, quoi, du rêve.
Et en fait, c'est en parlant avec des gens qui étaient au Rire Médecin, et ils m'ont dit, voilà ce qu'on fait comme travail. Je dis, ça peut être intéressant quand même. Donc, j'étais pas sûr que ce soit ma voix. Et j'ai passé l'audition, donc j'étais engagé. Et puis là, tout de suite, j'ai vu l'immense ouverture que ça proposait en termes de jeu. C'est-à-dire que là, tout est possible. C'est de l'improvisation, donc il y a vraiment... on a intérêt à avoir beaucoup de cordes à notre arc pour pouvoir jouer, mais c'est aussi un terrain de jeu fantastique. C'est-à-dire on va jouer 2 fois par semaine, on est sur scène 4 ou 5 heures par jour quand on va jouer, quoi. Ça, c'est un endroit qu'on n'a pas sur scène. Enfin, sur le plateau, on peut l'avoir, mais en répétition. Mais là, on a du public à chaque fois, quoi. Donc, c'est... voilà. Et puis, ça occupe plusieurs espaces artistiques que peuvent être la musique, la danse, la marionnette, la magie, l'acrobatie, le théâtre évidemment, l'improvisation théâtrale, et voilà. Ce qui fait que c'est très riche et très satisfaisant pour un artiste, mais on ne se doute pas forcément quand on rentre. Bien Voilà. sûr. Je vais peut-être rajouter quelque chose qu'on n'a pas encore dit et qui est quand même super important, c'est que donc l'activité de clown à l'hôpital aujourd'hui, elle est organisée par des associations qui recrutent et rémunèrent du coup les clowns, qui sont aujourd'hui des professionnels reconnus comme tels. L'activité de clown à l'hôpital est reconnue comme une profession depuis 2015 officiellement. Ouais. Et super. Voilà, donc une profession qui est assez technique aussi. Là, on a un cas de clown autodidacte, mais qui a appris aussi les techniques et les codes. Voilà, c'est un métier qui s'apprend aussi. Oui, c'est un métier en fait. Tout à fait. Ouais. Oui, je confirme. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses à savoir. C'est pour ça, par exemple, il y a des associations qui sont de gens bénévoles, et c'est très bien. Mais en revanche, ils vont peut-être pas oser aller. Par exemple, nous, on va dans les services oncologie, mais aussi réanimation, néonatologie, etc. Donc, c'est des services très pointus, où il faut être vraiment très délicat, et il faut savoir, quand je parlais par exemple en oncologie, quand on rentre, on a une casaque, c'est-à-dire une grande blouse qui arrive jusqu'aux pieds, donc il n'y a pas de costume, une charlotte, un masque, et on a juste le nez rouge. Et la pièce fait, 5 mètres carrés, et il y a le lit au milieu. Donc on a 2 petits couloirs de 2 mètres, où là il faut jouer et amener du rêve. Si on n'est pas formé, si on n'a pas une certaine technique, là-dedans on s'épuise et on se tue. C'est-à-dire que ça va être très douloureux parce qu'on ne va pas soulager l'enfant, soi-même on va se dire j'ai été mauvais, c'est pas bien ce que je fais. Donc il faut vraiment être formé pour pas s'abîmer dans ces endroits-là. Et vraiment savoir amener de l'imaginaire et savoir aussi repérer quand l'enfant est disposé à entendre ou pas, c'est-à-dire savoir quel est le juste temps qui va être agréable pour lui et pas on l'oblige à regarder un truc qu'il n'a pas envie. Voilà. Comment faire rire un enfant qui est douloureux. Voilà. Alors, je dis pas qu'on y réussit à tous les coups, mais on a quelques petites ficelles quand même. Recette de clown. Gérer l'émotion aussi, parce que vous, ça doit être des situations qui peuvent toucher particulièrement. Et ça, c'est une chose que je me demandais, parce que j'ai l'impression que donc, pour le clown, donc pour Dédé, c'est ton nom de clown, c'est très riche, donc c'est un éventail de ce que tu peux apporter, de ce que tu peux présenter. Mais ensuite, derrière, Bernard, il est quand même là et tu reçois tout en fait. Comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a un partage qui est organisé pour faire ressortir les émotions que tu as pu prendre en fait? Oui, on est très bien entouré, enfin au moins dans mon association, c'est-à-dire qu'il y a des temps de parole justement sur des cas comme ça. On a aussi ce qu'on appelle un parrain ou une marraine, c'est-à-dire un père, un clown à qui on peut parler. Si on a une difficulté émotionnelle ou dans le travail ou quelque chose qui s'est pas forcément qu'on a mal vécu. Donc on a vraiment ça, et aujourd'hui on a aussi des analyses de pratique avec une psychologue ou une psychologue, ce qui fait qu'on est vraiment très bien entouré. Il y a aussi le fait que si à un moment ça va pas, on peut faire une pause à l'hôpital, on n'est pas obligé d'y aller, et puis on ne joue pas énormément à l'hôpital, c'est-à-dire c'est pas notre activité principale. On joue par exemple à Paris entre
4 et 8 fois par mois, donc 1 à 2 fois par semaine maximum. Et le reste du temps, on fait autre chose pour aussi amener les univers qu'on crée ailleurs à l'hôpital. C'est-à-dire amener de la nouveauté, de la fraîcheur. Et même nous, en tant que comédiens, si on y allait tous les jours, on s'épuiserait. C'est-à-dire, on n'aurait pas cette envie qu'on a quand on y va. Et donc, tous ces éléments font qu'on est assez protégé. Après, il y a des moments où on arrive à faire, généralement, au bout d'un temps, à faire la différence entre l'hôpital et puis après. Généralement, on le met de côté, mais des fois, ça vous revient, et on sait que c'est comme ça, mais c'est aussi ce qui fait toute l'humanité de ce métier. Et généralement, les gens qui sont pris au Rire Médecin ont ce désir aussi d'amener quelque chose, d'avoir ce côté humain. Et il y a des gens qui ne seraient pas du tout capables d'aller à l'hôpital pour cette raison. C'est-à-dire qu'émotionnellement, ce n'est pas supportable pour eux. Et je connais de très bons comédiens, mais qui ne peuvent pas faire ça. Donc, je dirais, quand on choisit les gens, ils ont quand même généralement une envie et une aptitude à ça. S'ils ne l'avaient pas, ils ne peuvent pas rester. Si vraiment ils sont trop touchés par quelque chose, ils ne peuvent pas rester. Parce que ce serait trop dur pour eux. Et par exemple, on peut être touché par exemple, quand les gens ont des enfants d'un certain âge, ils vont être touchés par les enfants du même âge. C'est-à-dire, si vous avez un enfant de 2 ans, les enfants de 2 ans vont vous toucher plus. S'ils ont en plus le même nom, le même prénom, ça, bon, par exemple, et là, ils ont tout à fait possibilité de dire, moi, je ne peux pas aller voir cet enfant. Voilà. Ou par exemple, dans un service qui a été dur, où il y a eu quelque chose de dire, ils ont la possibilité de dire, moi, je désire plus aller dans ce service, je préférerais aller ailleurs. Donc, on a cette possibilité-là. Oui, bien sûr. Et il y a aussi un autre élément que tu as dit tout à l'heure, mais que je pense est super important aussi pour ce travail de gestion des émotions, c'est que c'est un travail qui se fait en duo, toujours en duo, c'est vraiment une règle du métier. Et non seulement en duo, mais aussi au sein d'un collectif, d'un groupe, parce que comme je disais, c'est un travail qui est organisé par des associations. Donc les clowns ont aussi des temps d'échange en groupe qui sont super importants aussi pour faire circuler les histoires, les expériences de travail. Oui, ça, tu as raison d'en parler. Le duo, c'est super important. C'est-à-dire que d'abord, on n'est jamais ce qu'on appelle un carafe, c'est-à-dire on n'est jamais sec. On peut toujours jouer tous les deux. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas obligé d'être acteur de nos jeux. Il peut être que spectateur. Ça arrive souvent. Si les enfants sont fatigués, ils n'ont pas envie de rentrer dans le jeu, mais en revanche, regarder, ça leur plaît. Et ça nous permet aussi, quand il y a quelque chose de difficile, d'en parler, mais aussi de pouvoir mieux supporter les choses. C'est-à-dire, si on est tout seul, là, ça peut être douloureux. Parce qu'à un moment donné, on peut être pris par une émotion et on ne sait pas s'en sortir dans le moment. C'est-à-dire, on est un clown, et là, il y a quelque chose qui nous submerge. Et si on est tout seul là, c'est super difficile. Enfin, il faut sortir, de manière générale. Alors bon, là, au Rire Médecin, on a quand même beaucoup de chance d'avoir plusieurs services. On peut changer de service si ça ne va pas, etc. C'est pas le cas de toutes les assos. Mais ça veut dire qu'il y a il y a une vraie organisation en fait, collective, sous forme associative, qui permet d'introduire en fait, le modèle un peu de clown à l'hôpital. Ça, c'est peut-être une question aussi que j'avais, parce qu'on parlait aussi d'embarquer avec les clowns à l'hôpital. Mais j'imagine que pour embarquer, il faut que les clowns aient débarqué à l'hôpital. Et c'est arrivé comment en fait, c'est un peu ma question, c'est arrivé quand parce que pour qu'il y ait une structuration pareille, un collectif, une prise en charge, que y ait ces idées, parce que j'entendais qu'on parlait de règles et de codes en fait des clowns à l'hôpital. Bon, ça c'est peut-être mes termes à moi d'analyse de ce que font les clowns. Alors comment les clowns ont débarqué à l'hôpital sous la forme dont elles s'exercent aujourd'hui en tout cas. C'est une activité, donc c'est en effet une profession qui a une histoire, c'est une activité qui a été créée fin des années 80 aux États-Unis avec un groupe qui s'appelait la Clown Care Unit et dont le Rire Médecin est un descendant direct en fait. Le Rire Médecin a été créé en 1991 par Caroline Simons et donc au départ elles étaient 2 et puis progressivement l'association s'est agrandie. Aujourd'hui ils sont une centaine de clowns, je ne sais pas combien vous êtes exactement. On va être bientôt 130. Ouais, voilà.
Et sous la forme du coup ce que moi j'appelle un dispositif d'action très précis qu'on a décrit au début, je crois, plus ou moins explicitement, mais ce sont du coup des spectacles improvisés, personnalisés chambre par chambre pour chaque enfant. Donc c'est pas des spectacles qui sont préparés à l'avance, ni un seul spectacle, c'est vraiment toute une série de spectacles qui se déroulent toute la journée. En fait, les spectacles ne sont pas préparés à l'avance, mais il y a quand même une grosse préparation en amont. Ah oui, ils se préparent à travailler. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, et généralement aussi, les gens sont déjà ont une formation de comédien avant, c'est-à-dire que il faut qu'ils puissent utiliser les outils qu'on va leur donner, c'est-à-dire comment on construit une séquence, voilà, le scénario un peu de l'intervention qu'on va faire et qu'on ne connaît pas à l'avance. Donc ça, on met du temps à apprendre ça et à être performant là-dedans. Après, ça se passe aussi entre clowns, c'est-à-dire que on met les anciens avec les nouveaux, et donc les choses s'apprennent aussi comme ça, comme dans tous les métiers finalement. Mais c'est vrai que, en tout cas, en rentrant, on se dit, oh là là, il y a tellement de choses à apprendre. Au début, on se dit entre le côté médical, le côté relationnel, qui est très particulier, parce que les gens sont, suivant les cas, mais dans des moments difficiles, même si c'est pas une grosse maladie, mais il y a de l'angoisse, c'est un enfant, donc il y a vraiment de l'affectif et de l'émotionnel très fort. Et ça, même pour nous, il faut savoir le gérer, quoi. C'est-à-dire, on a des bouffées comme ça de... où ça nous fait un peu peur, ou c'est émouvant, quoi, de voir des parents qui amènent un enfant et qui sont en pleurs parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a, etc. Ils redoutent que ce soit terrible, même si ça ne l'est pas, mais eux, ils sont dans cet état-là, donc il faut apprendre à gérer ça. Et puis après, tout le côté, comment on arrive à s'écarter de ça pour donner de la légèreté et en même temps pas être intrusif, c'est-à-dire s'ils n'ont pas envie de nous voir, de savoir s'effacer. Par exemple, ça arrive souvent quand on va dans des réanimations, il y a parfois des décès, donc la famille est là, donc là évidemment les clowns y passent, mais ils ont intérêt à se confondre avec les murs, quoi. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Bon, ça paraît évident quand on en parle là, mais quand on est sur le terrain et que nous, on est censé jouer et amener de la bonne humeur, il y a quand même un grand écart là qu'il faut gérer, quoi. Et puis l'attachement peut-être aussi, de ne pas être trop... ça arrive. Parce qu'on est humain, quoi. Enfin, je veux dire, donc... à moitié. Quand on est clown. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est surtout pour les enfants qu'on voit longtemps. Donc là, il y a un véritable attachement. Et puis, les enfants qu'on voit longtemps, ils choisissent leur clown, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des préférés. C'est souvent ceux qui passent plus souvent. Et voilà. Donc, ils vont être attachés à un clown et ce clown va aussi s'attacher à eux. Et ça peut durer des mois. Et après, généralement, quand même, ça finit bien. Donc tout le monde est content. Et quand on les voit partir, on dit, voilà, on est super heureux que tu ne nous revois pas. Mais ça peut finir mal aussi. Et là, ça peut être plus douloureux. Ou ce qui est parfois aussi difficile, c'est quand ils ont une maladie dont ils ont guéri et puis il y a une rechute. Donc on les voit revenir. Donc là, c'est pesant pour l'enfant, mais pour le clown aussi. Et voilà, on fait avec, on va dire. Évidemment, on a des histoires comme ça dans la tête d'enfants aussi qui sont partis et auxquels on était très attachés. Mais comme nous, on va toujours chercher chez l'enfant ce qui est le jeu, ce qui est joyeux, ce qui est vivant, c'est finalement ça qu'on garde. Alors, ça reste, mais c'est ça qui reste. Et donc ça, c'est quand même joli, on va dire. Au moins, dans cette vie qui n'a pas été fantastique pour l'enfant, on a pu amener quelque chose, de l'évasion, du rêve, de la légèreté. Et voilà, c'est déjà pas mal. J'entendais beaucoup de clowns dire que le nez rouge les protégeait. Oui, alors le costume et le nez nous protègent. Pourquoi ? Parce que dès qu'on a le nez, en fait, on peut faire plein de trucs que les autres ne sont pas autorisés à faire. Donc, ça... et donc, par exemple,
on peut rentrer, je pense justement, j'ai une anecdote comme ça, avec une stagiaire qui vient, et puis elle est en clown, et puis il y a un médecin qui arrive, je lui dis bonjour, et moi je sais que c'est le chef de service, mais elle ne le sait pas. Donc je dis bonjour, voilà tout ça, et puis elle le voit, elle voit sa blouse ouverte, oh qu'est-ce que c'est cette blouse, oh hein. Et puis elle tire sur la blouse, elle arrache toutes les pressions, oh bah c'est bien, c'est pratique, hein. Hop, et puis elle joue avec ça, et donc le gars il se marre, parce que personne ne va oser faire ça évidemment dans le service, donc il n'y a rien de méchant, bon. Et puis c'est vraiment quelqu'un de super, et qui est évidemment pro-clown s'il y a les clowns là, mais bon, il s'est bien marré parce que tout à coup elle enfreignait la loi de la hiérarchie, hein, quelque part, quoi. Dans laquelle elle n'est pas. Évidemment, en tant que clown, on n'est pas dans la hiérarchie. Et c'est assez intéressant, je trouve, ce rapport-là aussi aux soignants. Enfin, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup là du côté enfant, mais est-ce que voilà, dans le fait de la pratique de clown, en fait, ça change aussi le regard des soignants par rapport à leur pratique médicale, le fait d'être à votre contact au quotidien, est-ce que ça peut changer leur regard ou même leur pratique ou même l'ambiance d'un service, hein, j'imagine peut-être. Ouais. L'ambiance du... D'accord. L'ambiance du service, ça c'est certain. Moi, je n'ai pas étudié trop j'ai pas pris l'angle de la réception des clowns, en fait. Mais c'est certain qu'ils inventent des nouvelles formes de travailler ensemble, de collaborer ensemble, notamment lors des accompagnements de soins, peut-être qu'on pourra développer un peu plus. Donc après, je ne sais pas si toi, tu as entendu des témoignages... Souvent, une grosse majorité de gens disent, s'il n'y a pas des clowns avant et que les clowns arrivent, ils disent ça change l'ambiance systématiquement. C'est-à-dire que l'ambiance est de toute manière plus joyeuse parce que tous les 2 fois par semaine, puisque nous on passe 2 fois par semaine, 2 fois par semaine, il y a des gens qui vont soit faire de la musique, soit faire les couillons dans le couloir, et puis surtout... nous, en tout cas, au Rire Médecin, on tient vraiment à travailler avec les soignants et à connaître, par exemple, les enfants. Le matin, ils nous font des transmissions, alors qui sont assez succinctes, mais qui nous permettent de connaître l'état de l'enfant, de savoir s'il est douloureux, quel médicament il a, parce que ça peut, par exemple, sous corticoïdes, les enfants ont très faim, donc de ne pas parler de bouffe, par exemple, si on peut, ou peuvent être très excités, donc... On se dit quand on va y aller, on va plutôt les apaiser que les exciter, voilà, ce genre de choses. Ça nous permet aussi de connaître quelle est l'humeur du jour, voilà. Si évidemment il y a des bactéries qui traînent, des BMR, et voilà, où il ne faut pas y aller, ou alors prendre des précautions. Bon. Donc on a vraiment ce moment avec les soignants, et puis après, nous, mis à part le fait qu'on joue et que ça change l'ambiance, on les incite à jouer, c'est-à-dire, par exemple, on va jouer, on dit, oh là là, lui, ça va pas du tout, quand même, regarde, c'est un crapaud, il faudrait le transformer en prince. Oh, voilà l'infirmière. Ah, mais non, c'est pas l'infirmière, c'est la fée. Oh, est-ce que tu peux transformer le crapaud en joli prince? Mais oui, bien sûr, ou pas du tout. Oh, non, je le laisse, il est trop bête, je le laisse un crapaud. Bref, mais on peut la solliciter pour jouer un rôle. Alors après, suivant les soignants, ils aiment ou pas, mais quand les soignants aiment, par exemple, je veux dire un truc qu'on fait de temps en temps, on dit, oh bah, puisque c'est ça, on va s'envoler. Et donc, on fait on fait l'oiseau et on fait semblant de s'envoler, et l'infirmière nous suit en s'envolant aussi, voilà. Ou, par exemple, aussi, des choses qu'on demande aux soignants, quand on connaît un peu les enfants et les parents qui viennent un peu régulièrement, par exemple, on va piquer le sac à main de la maman. Donc là, qu'est-ce que c'est? Il pique le sac à main, et donc on va demander à l'infirmière qu'elle nous ramène en nous tirant l'oreille, en nous faisant ramener le sac à main à la personne, par exemple. Donc on a droit à des choses comme ça, qui sont évidemment de l'ordre du tabou, quoi. Et, on va pas... Les gens ne volent pas dans les hôpitaux. Voilà. J'ai entendu aussi beaucoup de soignants fredonner les chansons des clowns alors qu'ils étaient en train de partir. Je me suis dit, tiens, les clowns laissent une trace qui n'est pas matérielle, mais il y a une empreinte du passage des clowns, quoi. Ouais, c'est sûr. Et cette pratique du clown à l'hôpital, est-ce que ça influence ton clown en dehors de l'hôpital? Dans l'observation ou, je sais pas. Ah ouais. Alors dans l'observation, oui. En fait, il y a... ce qui est très important dans cette pratique-là, c'est quand on rentre dans une chambre, de développer les antennes, c'est ce qu'on appelle. C'est-à-dire de tout de suite capter très vite
quelle est l'ambiance du jour, dans quel état sont l'enfant, les parents, les soignants, de saisir ça pour savoir quel va être le jeu le plus adapté. Parce que si on voit qu'ils s'ennuient un peu et puis que voilà, ils sont plutôt en forme, ils vont bientôt sortir, là on peut foutre le bordel, mais alors royal quoi. On peut enlever les portes, enfin voilà, mettre tout le bazar dans la chambre. Donc on peut faire beaucoup. Mais si on sent que l'enfant est douloureux ou les parents sont tristes, on va plutôt chanter une chanson d'abord et puis après on va essayer de trouver un endroit où ça peut se marrer quand même, où on peut trouver de quoi. Mais ça développe beaucoup les antennes à plusieurs niveaux, donc on va dire l'état émotionnel des parents et de l'enfant, le niveau d'énergie, où ils en sont, aussi au niveau psychologique, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont plutôt tristes, est-ce qu'ils sont... Donc on va développer ça très fort pour être adapté, parce que sinon notre intervention va être nulle, voire désagréable. Donc on va dire, c'est comme les médecins, on fait quelque chose si on sent que ça sera mieux après qu'avant. Moi, je trouve... pardon. Oui, vas-y. Je trouve qu'il y a une tension assez caractéristique de ce travail-là qui est entre... il faut qu'ils transgressent parce que c'est des clowns et qu'ils sont là pour mettre un peu de désordre. Et en même temps, il faut qu'ils s'insèrent aussi dans les services et ils jouent leur place en fait en permanence. J'ai l'impression que... Voilà. Donc on a des techniques pour ça, c'est-à-dire que quand on ne sait pas, il y a des fois c'est assez évident, mais quand on ne sait pas, en fait, on toque à la porte, mais l'idée, c'est pas de dire « est-ce que vous voulez nous voir ?» parce que là, on est déjà dans le quotidien. Mais plutôt de dire « ah, tu vois, je t'ai amené un spécialiste, il peut faire reculer les murs et puis il va faire arriver 50 parachutistes. Est-ce que tu veux bien ?» Donc, ça, c'est pour un enfant qui est plus grand ou... mais par exemple avec les plus petits, on va avoir de la marionnette, on va commencer au hublot, donc on rentre pas parce que entre 2 et 5 ans, ils peuvent avoir très peur des clowns. Donc si on sent qu'ils sont craintifs rien qu'à notre vision, on va jouer avec une marionnette au hublot, puis après la marionnette, elle va peut-être passer la tête à la porte, et là on va voir comment il réagit. Si il est toujours intéressé, on avance un peu, et on est toujours prêt à reculer et à partir pour que l'enfant soit heureux. Ce qui arrive souvent avec les petits, c'est qu'ils ont peur au début. Et puis, quand on commence à jouer avec la marionnette, et puis surtout, en fait, on ne regarde pas forcément l'enfant. On va jouer, nous, avec la marionnette. On va parler avec la marionnette qui va faire des bêtises, etc. Et en fait, l'enfant peut s'approcher et il va regarder et finalement, après on va jouer avec la maman, c'est-à-dire la marionnette elle va jamais sur lui au début, mais elle va aller sur le papa, d'abord sur le papa parce que le papa il est fort, donc si la marionnette elle déconne il va pouvoir lui en mettre une, puis après sur la maman, ce qui est plus proche, et après quand il voit que les parents sourient ou sont contents, ça va les rassurer, donc on va pouvoir aller plus loin. Donc on a des possibilités comme ça. Après... Des techniques d'approche. Oui, techniques d'approche. Et puis, il y a une chose, c'est que le clown, on sait jouer avec le bide. C'est-à-dire, on rentre, par exemple, avec les ados, on rentre, et puis, on va dire, bon, c'est la police, contrôle de la chambre. Tu vois, on nous a dit qu'il y avait de la drogue ici, contrôle de la chambre. Et puis la drogue, c'est le chocolat qui est là. Voilà, et puis on fait l'enquête policière, etc. Donc généralement, ça les fait marrer parce que là, pareil, on joue avec des tabous. Mais si ça marche pas, on dit, non, comme on est deux, il y en a toujours un qui dit, non, ça c'est nul, ça. On voit bien que tu n'es pas un policier. Tu vois, et donc il le met à la porte. Et par exemple, l'ado va se marrer parce que le premier clown va maltraiter l'autre, qui a fait une entrée qui est estimée pourrie par l'ado. Donc on n'attend pas qu'il nous dise c'est pourri. On voit à sa tête que, là, non, ça n'a pas été la bonne piste, le contrôle de police. C'est la réaction immédiate, enfin le retour est immédiat, quoi. Ouais, en tout cas, avec le temps, on repère, ça marche, ça marche pas, dans le sens où il aime ou il aime pas. Parce que quand même, on rentre dans la chambre, c'est intrusif, c'est quand même chez lui, enfin nous on le considère comme ça, même si tout le monde peut rentrer. Mais les clowns, c'est les seules personnes à qui ils peuvent dire non. Ils ne peuvent pas dire non au médecin,
aux infirmières, tout ça. Mais les clowns, ils peuvent dire non. Donc là, s'il nous dit j'ai pas envie, hop, on sort. Et voilà quoi. Et puis par exemple, on sait que il y a des enfants qui, on sait d'une semaine à l'autre, on sait qu'ils veulent pas les clowns. Et donc le jeu, c'est de dire, je te le dis tout de suite, on ne viendra pas. C'est pas la peine que tu insistes. On ne viendra pas. Non, 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 non. Donc le jeu c'est ça et on le fait par exemple 2-3 fois dans la journée. Donc après ça dépend. Il y a des enfants qui veulent vraiment pas voir les clowns, mais généralement si c'est juste un petit refus, ça les fait marrer quoi. Voilà. Donc voilà, des petites ficelles au bout d'un moment. Et ça veut dire que quand t'es arrivé, t'es quand même arrivé comédien à la base. Ouais. Mais là tu ressors, t'es aussi un peu psychologue et soignant maintenant. Oui, après, c'est un grand mot, je dirais. Il y a beaucoup de gens, les commerçants, ils peuvent être psychologues aussi, hein, quand ils essayent de vous vendre quelque chose. Mais c'est intéressant comment tu vois ton métier. Tu vois comme vraiment tu restes comédien ou c'est... t'apportes quand même, tu considères que tu apportes quand même un soin particulier à l'enfant? Oui, c'est de l'ordre du soin, c'est-à-dire, c'est pas du soin physique, mais ça fait partie du soin. C'est-à-dire, on s'occupe du bien-être de l'enfant, et des parents aussi. Donc ça fait partie du soin, donc quelque part, oui, on fait partie de l'équipe soignante de cette manière-là. C'est-à-dire que on soigne autre chose que le corps, mais quelque chose qui est aussi important. Par exemple, dans les services où il y a des clowns, ils utilisent moins d'antalgiques. Ça veut dire que la sensation de la douleur est moins grande. Donc on soigne bien quelque chose qui est de l'ordre du psychologique, mais pour les enfants c'est super important, c'est-à-dire l'univers du jeu et de l'imaginaire, c'est énorme pour un enfant. Donc si on oublie cette partie-là, on le tue 2 fois, on va dire. Enfin, il y a quelque chose où il va être malade à 2 endroits différents, et le corps et le jeu. Et parfois pour les parents, c'est difficile parce que c'est angoissant cette situation. C'est difficile de continuer à jouer, de faire comme si de rien n'était en fait. Et c'est pas du tout que c'est des mauvais parents, mais c'est une situation compliquée. Et les clowns sont là pour rappeler que même dans cet état-là, un enfant reste un enfant et qu'il a envie de jouer. Donc souvent les parents nous disent « Ah merci, ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas vu sourire, que je ne l'ai pas vu rire, merci ». Donc et après, ça leur donne aussi le droit de jouer aussi avec leur enfant. C'est-à-dire que même à cet endroit-là, même dans cette situation-là, c'est possible de chanter, jouer avec l'enfant, et que ça, c'est bien pour lui. Donc, voilà. Et parfois, les clowns peuvent aussi être au service d'un soin particulier, formalisé. Là, c'est le fameux accompagnement de soins. Oui, fameux accompagnement de soins. Où là, ils ont une place vraiment très concrète, matérielle dans ces moments-là. Oui, c'est-à-dire que dans le soin, en fait, à certains endroits, parfois, ils n'ont pas besoin de nous, mais je vais citer là ce qui nous est arrivé, où enfin, c'est pas à moi que c'est arrivé, mais j'ai vu une infirmière venir vers les clowns, dire « Ah, merci pour la semaine dernière, c'était super, je m'en sortais pas. » Elle avait une piqûre à faire sur... il y avait 3 enfants dans la fratrie, et je crois que c'était 7, 5 et 2 ou 3. Et c'était des enfants qui avaient jamais été à l'hôpital, etc., qui avaient très peur, qui revenaient de Syrie, et qui avaient très peur. La maman n'était pas là. Et donc, cette infirmière devait faire sa prise de sang, puisque c'est quand même son job. Et elle est très forte, cette infirmière. C'est-à-dire qu'elle connaît toutes les petites astuces pour détourner l'attention des enfants, les faire jouer avant, etc. Donc, elle est très performante. Mais là, elle n'y arrivait pas. Et elle est allée voir les clowns, elle leur a demandé « Venez, on va essayer de faire quelque chose, parce que moi, j'arrive pas à les toucher, etc. » Et en fait, les clowns ont commencé à jouer, etc. Puis les enfants ont regardé. Et puis la prise de sang a pu se faire comme ça, gentiment. L'infirmière a pris le bras, l'a continué, etc. Et ça s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'elle a pu faire tous ces gestes médicaux. Et là, pour le coup, c'était vraiment du détournement d'attention, c'est-à-dire qu'on utilise un peu les mêmes techniques que l'hypnose, mais plus dans le détournement d'attention. C'est pas vraiment de l'hypnose, hein, attention, mais c'est des outils, on va dire.
qui nous permettent de raconter une histoire, faire évoluer les choses. Et nous, on est toujours, on regarde ce qui se passe avec l'infirmière. Par exemple, si on sait qu'elle va piquer sur le bras gauche, on prend le bras droit et puis on fait marcher une petite bête sur le bras droit, ce qui fait que l'attention est portée sur la petite bête. Et du coup, quand ça pique à gauche, ils le sentent moins. Parce que le cerveau, lui, il est attentionné là. Et puis, il est occupé à autre chose. Donc, voilà, ce genre de choses. Effectivement, c'est assez précieux par moment. Ça pas toujours. Hein. Et puis, on ne réussit pas toujours. Il n'y a pas de super-héros, mais quand ça marche, c'est quand même pas mal. J'avais juste une question sur est-ce qu'il y a eu des tentatives pour aller vers d'autres publics que les enfants, c'est-à-dire essayer les adultes ou voir les seniors peut-être? Oui, oui, il y a beaucoup d'associations qui jouent en gériatrie, où ça marche aussi très bien, parce que voilà, c'est souvent des gens seuls, qui n'ont pas beaucoup de visites, et vraiment on peut créer une relation affective en fait. Le fait de revenir toutes les semaines, et moi j'ai travaillé aussi en gériatrie, par exemple avec des gens qui avaient Alzheimer, et en fait en Alzheimer ce qui se passe c'est que beaucoup de choses de la mémoire s'effacent, mais les choses qu'ils ont vécues dans leur jeunesse restent. Alors par exemple, moi je connaissais des chansons des années 20, des 30, et je pouvais chanter ça, et il y avait une femme qui était Alzheimer, et qui réagissait jamais. Et puis un jour je fais une chanson, et à la fin elle applaudit. Donc, et là, ce jour-là, il y avait ces enfants qui venaient, une fois exceptionnellement, enfin, je ne dis pas qu'ils ne venaient pas, mais il se trouvait qu'ils étaient là en même temps que nous. Et ils n'avaient jamais vu ça, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais vu qu'elle avait encore des réactions qui étaient presque normales comme elle était avant, quoi. Donc, effectivement, on amène quelque chose au niveau de l'affectif, de l'émotionnel, qui est très bienvenu dans ces endroits, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est quand même voilà, c'est un endroit fermé où il ne se passe pas grand chose. Après il y a les maisons comme ça médicalisées pour personnes âgées, les EHPAD, il y a quand même des choses qui se font et tout ça, il ne faut pas dire tu vois, il y a pas, voilà. Mais ça on a recensé, enfin en France par exemple, combien il y a de clowns qui agissent au quotidien dans les centre de santé ou... je même votre l'action du Rire Médecin, elle est localisée à Paris, Île-de-France, ou elle est nationale? Non, en fait, elle est... C'est ton assaut. Elle est en fait dans plusieurs villes. Nancy, Marseille, Nantes, bientôt Rennes, Angers, Tours. Voilà. Et après, il y a beaucoup d'autres associations qui sont plus petites que le Rire Médecin, qui œuvrent dans beaucoup de villes. Et je dirais, ce métier en fait est reconnu depuis 2015, mais je crois aussi que les gens ont compris l'utilité, à la fois le milieu médical et aussi les gens à l'extérieur, qui fait qu'on est beaucoup mieux accepté. Et puis les gens qui ont eu des clowns dans leur service, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'il y a des internes qui sont rentrés il y a 20 ans et qui ont vu les clowns et qui ont vu ce qu'ils pouvaient faire. Et puis après, ces gens, ils deviennent chefs de clinique, et puis ils peuvent devenir aussi directeurs d'un centre, etc. Ils disent, moi je veux les clowns, parce qu'ils savent le bénéfice qu'il y a. Donc on va se dire que ça se propage comme ça, par un côté bénéfique que les gens, plus ça va, plus les gens connaissent, et plus c'est, on va dire, plébiscité, quoi. Et à ma connaissance, il n'y a pas de chiffres qui compteraient le nombre de clowns qui travaillent dans ces établissements. Non. Après, il y a une fédération professionnelle aujourd'hui des clowns à l'hôpital. Alors, ça peut permettre d'avoir une petite idée, puisqu'ils ils adhèrent. Oui, voilà. Ouais. Et du reporting aussi, quand on disait, voilà, il y a vraiment des effets... donc, il existe des sortes d'évaluations qui traduisent vraiment concrètement... ce que la présence des clowns en fait apporte. Oui, par exemple sur les antalgiques. Il y a eu des recherches comme ça qui ont été faites effectivement sur des points concrets. Donc les antalgiques en sont un point effectif, quoi. Et après, je dirais c'est comme
Alors, c'est difficile de chiffrer le bien-être. C'est toujours ça qui est délicat dans ces choses-là. On va dire que le fait que même si donc il y a les études concrètes et psychologiques, mais même la psychologie, c'est pas une science exacte, on va dire. Alors que si on dit voilà, on a diminué de 30% les antalgiques dans nos services, là c'est clair. Au moins c'est un effet qui est avéré, quoi. Après, on va dire, est-ce que l'art sert à quelque chose ? C'est toujours la question. On est toujours là-dedans. Et est-ce qu'on peut évaluer aussi, est-ce qu'on peut évaluer le bien-être mais on sait quand même que l'être humain, de manière générale, a toujours créé des arts. C'est qu'il y a bien une raison à ça. Justement, pour terminer notre conversation, je voulais revenir sur la fin du titre de ta thèse, qui était donc sociologie d'un travail entre art et service, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu entendais par là ? Ça a été un peu le résultat de mes multiples analyses, en montrant du coup d'abord que c'était un métier artistique. Ce sont des comédiens qui sont formés, qui ont leur technique, mais que l'hôpital transforme ce métier de clown, et que, comme je disais, ils sont confrontés à une grande variété de situations. Où parfois ils sont au service d'autres choses que simplement le rire. Ils font tellement d'autres choses que faire rire. Moi j'étais fascinée par les berceuses par exemple, avec les bébés, puis ce contraste entre les chambres avec les adolescents où là ça dégomme, et puis après on passe à une chambre avec un petit bébé et c'est tout doux, tout poétique. Et donc voilà, c'était une partie artistique du travail et une partie plus de l'ordre du relationnel. Un peu comme dans les métiers de la relation de service, en fait, où c'est des métiers qui sont en contact d'un public, et on ajuste la prestation en fonction de ce qui se passe et en fonction des besoins de chaque situation. Mais par exemple, comme preuve qu'il peut y avoir de l'effet bénéfique, un hôpital de jour, il y a des enfants qui demandent à venir le jour où des passages des clowns. C'est-à-dire, ils ne veulent pas venir les autres jours. Donc bon, c'est pas... Mais c'est quand même assez fréquent. Est-ce que l'hôpital arrive à organiser les rendez-vous en fonction de... Oui, alors ils essayent. Heureusement, tous les enfants ne demandent pas, parce que tous les enfants ne connaissent pas surtout. C'est-à-dire que, en fait, les enfants, quand ils viennent à l'hôpital de jour, s'ils viennent régulièrement, par exemple, ils vont venir tous les lundis. Donc si les clowns passent le lundi, ils vont savoir qu'il y a des clowns. Mais ceux qui viennent le mardi, ils ne voient jamais les clowns, en fait. Donc ils ne savent pas et ils ne demandent pas. Mais parfois, ils finissent par savoir et ils demandent à changer. Quand même, ça arrive. Moi j'aimais beaucoup les affiches attention passage de clown à l'hôpital. Ça donne un peu le ton. C'est ça. Super, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre partage. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Non, c'est pas fini. Qui fait la culture, un podcast imaginé et réalisé par Constance Perruchot et Léa Morton.